Et la conscience du danger, vous l'aviez? Alors, la conscience du danger, oui, mais il y avait un tel bonheur à faire quelque chose que ça passait après. Vous comprenez? Mes parents étaient assez à droite, très, très patriotes. Ouais. Et mon père était d'origine hollandaise et avait été français par le droit du sol. Et je crois que cela a fait qu'il aimait la France plus que beaucoup de gens que je connais. C'est-à-dire que mon père avait été sous les ordres de Pétain pendant la guerre de 14. Ah oui, directement. Comme, il portait le courrier. Donc il avait pour Pétain, avant la guerre, une très très grande admiration. Et alors quand, après maintes difficultés, il est arrivé à nous rejoindre là où il nous avait envoyés lorsque les Allemands sont descendus, et qu'il a entendu le discours de Pétain, on a tous été bouleversés. Moi, je me rendais compte que j'étais mêlée à quelque chose qui était terrible. Mais par contre, lui, qui avait tellement, je dirais pas adoré Pétain, mais l'avait mis au nu, il a été horriblement choqué, peiné, et il avait une espèce de colère aussi. Voilà, ça c'est toute la famille. Maman, mon père. Alors mon frère est beaucoup plus marqué que moi. Vous ne pouvez pas le faire parler. Vos parents, je crois, ont un ami juif. On avait beaucoup d'amis juifs. Mais on avait beaucoup d'amis juifs, mais je ne le savais pas. Vous ne le saviez pas, en effet. Mais je pense qu'eux, ils s'en foutaient. Excusez l'expression, Ouais. Mais c'était ça. Le fait... En fait, moi, j'ai appris tout ça en étant assise sur une petite chaise qui existe toujours pour mon arrière-petit-fils. Et je n'avais pas le droit de me mêler à la conversation, mais j'avais le droit d'écouter. Oui. Et ça, de ce côté-là, ça rentrait facilement. Donc j'ai écouté ce que ça voulait dire. Et ce mot juif, je ne savais pas qu'il y avait des noms qui pouvaient être juifs et d'autres qui pouvaient. Mais où j'ai surtout appris qu'il y avait des juifs, c'est à Vincennes, au lycée de Vincennes, qu'il y avait toutes les juives qui étaient arrivées du centre de l'Europe, qui habitaient le 10e ou le 11e, et donc qui venaient au lycée. Des filles extrêmement brillantes qui arrivaient, elles ne parlaient pas un mot de français, et 2 ans après, elles raflaient tous les prix. Vous aviez des copines comme ça? Oui, oui. Il y en a eu plusieurs que je n'ai pas retrouvées en rentrant de déportation. Oui. Elles ont quasiment toutes disparu. Oui, à Hélène Boucher, il y a toute la liste des Juifs qui ont été arrêtés d'ailleurs. Ouais. On était en vacances au moment où la guerre s'est déclarée. Juste. C'est vraiment, pour moi, ma dernière année d'enfance, si je peux dire, où je ne me rendais pas compte du tout, parce que pendant cette drôle de guerre, on ne se rendait pas du tout compte de ce que c'était que la guerre. Je n'avais que 13 ans. Et en fait, j'ai des souvenirs, mais pas des souvenirs tristes de ce moment-là. Des souvenirs d'enfants gâtés, des souvenirs de joie. Il y avait des dunes. Et c'est une année où il a fait très froid et où il a neigé. Et on faisait de la luge sur les dunes. Et on faisait du patin à glace sur les flaques d'eau. Parce que vous imaginez que l'eau gelée, était glacée, était quand même gelée. Ouais. Alors on est resté là et quand il y a eu le déferlement des armées du Reich en Belgique, mon père nous a téléphoné, on a préparé les valises et le lendemain il arrivait et on prenait le train pour rentrer à Paris. Ouais. Premier train, bombardé. On repart, on nous met un autre train au bout. On fait, je sais pas, 200 mètres, rebombardé. Et en même temps, on voyait de loin, ils venaient de bombarder, je ne sais plus si c'est Abbeville ou je m'étais dit que je cherche. Il y a un gros
bombardement à Alors, Ville. c'est à Ville ou Amiens. C'était épouvantable. On voyait ça flambe. Alors, ce que vous voyez en ce moment, oui, c'est exactement la même chose. On était, alors après ça, on a été sur la route, et exactement la même chose, mitraillé par les avions qui venaient jusque sur la route mitrailler les gens. Moi, là, écoutez, l'autre jour, on m'a posé la question, quel est le moment qui a été le plus frappant pour vous? Eh bien, c'est très difficile à comprendre. Le moment qui a été le plus frappant pour moi de l'occupation, c'est lorsque nous sommes rentrés à Paris en revenant pas de Fort-Mahon, Torgau. Non, lorsqu'on est bien avant, voilà, de Pornic, on est arrivé et le chauffeur de taxi qui nous emmenait nous a demandé « Voulez-vous voir Paris sous l'occupation ?» Et là, j'ai compris ce que mon père avait dit en entendant le maréchal Pétain. C'est pas possible, il faut faire quelque chose. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il peut vouloir faire? Eh bien, quand j'ai vu Paris occupé, et alors il y avait non seulement les Allemands qui descendaient les Champs-Élysées, parce qu'ils avaient fait tout un détour, il y avait aussi partout les rues, les noms des rues étaient écrits en gothique. On se croyait en Allemagne. Et vous savez, à cette époque-là, ça a été partout comme ça en France, quand on retrouvait quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps, on les tâtait. Le mot n'est pas joli à dire, si vous trouvez un mot plus élégant, on essayait de savoir ce qu'ils pensaient, s'ils étaient pour Pétain, qu'ils pensaient de l'occupation, ce qu'ils pensaient des Allemands, de la manière dont les Allemands se... Et bien sûr, avec Jeannette et Jacqueline, on s'est trouvés sur la même longueur d'onde, car elles sont rentrées chez elles, et 3 ou 4 jours après, nous recevions à la maison une enveloppe de Kraft, vous savez, ces grandes enveloppes, bourrées, et quand on a ouvert, se sont échappés des quantités de petits papiers, c'était des tracts. Et il y avait un carton, et il y avait marqué « recopier » et distribuer. Même mon jeune frère, qui à ce moment-là avait 8 ans, le soir, toute la famille s'est mise à recopier. Moi, j'aimais beaucoup ces petits tracts parce qu'ils étaient pratiques. On pouvait les mettre dans la poche, les sortir, les mettre un peu n'importe où. À la main. Même un coup de colle et les coller sur le mur en passant. Puis vous savez, on était des gosses, hein, et on faisait comme si on jouait. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire de la résistance. Donc vous voyez, on peut le chiffrer en novembre, le 11 novembre 1940. Et c'était ça qui était bien. C'est que finalement, les gens, à ce moment-là, où étaient des ordures, où étaient des gens bien. Yvette Guénaud me demande un jour, Michel, pensez-vous vos parents voudraient bien héberger des prisonniers français évadés? Alors j'ai dit, écoutez, la meilleure des solutions, c'est que vous les voyez. Donc avec maman, elles ont pris rendez-vous, maman est allée chez Yvette, elles ont énormément sympathisé. Donc là, on a hébergé à la maison des Français. Alors moi, j'en ai vu un, mais j'ai eu la malheureuse idée d'attraper la tuberculose. Et à ce moment-là, c'était pas rien. C'est-à-dire que j'avais ce qu'on appelle un érythème noueux, c'est-à-dire que, je ne sais pas, j'en avais partout. Enfin, toujours est-il qu'il a fallu que je parte. Alors je suis partie chez des cousins, en zone libre. Ils étaient collaborateurs comme j'ai jamais vu. Et alors, comment faisiez-vous? Ah ben, je la bouclais. Pendant les 6 mois ou 8 mois où je suis restée. Vous étiez où, alors? Alors c'était à côté de Limoges. Le nom, je l'ai perdu. D'accord, près de Limoges.
ils avaient une très jolie propriété là. Le père avait acheté une ferme parce qu'il y avait 9 enfants. Alors pour nourrir les 9 enfants, voilà. Et donc je suis allée là où j'ai pu avoir à manger, parce qu'on commençait à crever de faim à Paris. Hein. Et alors donc, quand je reviens, mes parents bien sûr m'attendent à la gare d'Austerlitz, mais ça c'est un souvenir, il y a 2-3 souvenirs très très marquants dans cette époque. Mon père et maman viennent me chercher, et j'avais un père qui était très austère, qui riait très peu, vous voyez, c'est... Hein. Et là, il arrive avec le sourire jusque-là, et il me dit « Et on a une surprise pour toi à la maison ». Je pensais que je n'ai jamais pensé à ce qu'il... Alors je ne sais pas ce que je dis, et puis on arrive à la maison, il me dit ben, « Ouvre la porte ». J'ouvre la porte, et je me trouve juste en face d'un grand type plus grand que vous, une tête de plus, qui me fait « Hello Michel ». C'était le premier Américain que l'on avait. Et vous êtes tombée amoureuse? Oh non, ils étaient moches. Il y avait ce garçon, alors il y en a eu un, il y en a eu deux, il y en a qui arrivaient par deux, par un. Généralement, on nous les amenait par deux pour qu'ils ne s'ennuient pas trop. Il fallait les occuper. Et non seulement les occuper, mais il fallait les réhabiller. Et tout était avec ticket. Les rechausser, alors ça, on n'a jamais pu. Ben non, ils avaient des boots, ils faisaient du 48, et les Français étaient encore petits à cette époque-là. C'est là qu'on a mis ma tante, la sœur de mon père, Jeannette, au courant, pour que s'il y avait des problèmes d'anglais, elle parlait couramment anglais, elle avait vécu en Angleterre pendant très longtemps. Et je la vois encore et je l'entends encore dire à mon père, « Mais Gérard, est-ce que tu te rends compte? C'est drôlement dangereux ce que vous faites là. » Et lui, avec un aussi froid qu'il peut l'être, répond, « Mais si des gens comme nous ne le faisaient pas, qu'est-ce qu'ils feraient ?» Et c'était terminé. On avait dit ça, c'était comme ça et c'était pas autrement. On avait un devoir, le devoir c'était de faire ça, il fallait le faire. Et je pense que vous comprenez pourquoi, quand je vois les histoires de l'Europe centrale, ça me... Et la conscience du danger, vous l'aviez? Alors, la conscience du danger, oui, mais il y avait un tel bonheur à faire quelque chose que ça passait après. Vous comprenez? Car en fait, ce que l'on voulait, c'est faire quelque chose absolument. Que ça soit ça ou autre chose. Les cartes d'identité étaient faites à la maison. On achetait les cartes vierges, on achetait les timbres au bistrot du coin, et puis on les remplissait. Et alors on essayait de les remplir avec des noms de villages, soit qui avaient été complètement détruits, soit qui étaient dans le sud de la France, dans la zone interdite, pour pouvoir pas être gênés quand on était en train. On est allés tous les deux une fois, Carbonnet et moi, le garçon qui s'est caché à la maison, au photomaton du Louvre. Mais ces photomatons n'étaient pas tout à fait automatiques, il y avait une manipulatrice pour le faire. Je me vois encore, j'ai dit un jour ou l'autre, elle va nous demander, on venait au moins une fois par semaine, avec 2-3 types, des types qui étaient remarquables. Moi je suis toute petite et eux faisaient 1m90, et ça n'a pas raté. Un jour elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que tous ces grands garçons que vous venez? Alors ils n'avaient pas le droit de parler, ils ne bougeaient pas. Ben, j'ai dit, ce sont des sourds et muets. On avait préparé ça.
On les emmène à Toulouse où il y a une maison spéciale. Donc il faut qu'on leur refasse une carte d'identité nouvelle. Alors chaque fois que j'arrivais, et on faisait les cartes les photos. Et là, vous avez des gens du réseau. Le chef de réseau, c'est Broussine. Vous savez qui vous a dénoncé? Oui, oui, oui. Vous pouvez en parler? Pas tellement. Mais enfin, quand même. Je vais le dire parce que c'est idiot. Un ami de Jean Carbonnet, que je connaissais d'ailleurs, qui nous fournissait d'ailleurs du marché noir. J'aurais dû me méfier parce que le marché noir, il y a toujours quelque chose de louche par-dessous. Toujours est-il que, bon, il a demandé à Jean de faire une fausse carte. Je ne sais pas comment il l'a su, là. Peut-être pas Jean qui avait trop parlé. Pour son cousin qui était en permission de STO. Et bien sûr, on n'a pas fait de carte pour lui. Il est allé dénoncer aux Allemands. En fait, on n'a pas été arrêté par les Allemands après. On a été arrêté par une de ces bandes, comme les bandes à Bonneau, etc. Les bandes de Lauriston. Lauriston, oui, c'est ça. Donc, vous avez été arrêté par des miliciens? Par des miliciens français. D'accord. Qui nous ont remis aux Allemands. Entendu. Quand le 28 avril, on vient chez vous, ce sont des Français? Ce sont des Français. Mais ils étaient accompagnés de gendarmes allemands, les gendarmes que vous, avec leurs grandes, je ne sais pas, dans les photos de l'époque, vous devez voir ça, ils ont une espèce de grande chaîne là, et c'était des gendarmes ceux-là. Alors il y avait 7 ou 8 gendarmes, donc quand je suis arrivée à la maison, eh ben, il n'y avait rien à dire, ils sont arrivés à la maison, ils ont trouvé les Anglais, ils ont trouvé le matériel. Ce qu'ils cherchaient surtout, c'était le matériel de carte d'identité. Ce Français, il a été jugé à la Libération? Ah oui, oui, ça c'est terrible. Hein. Il a été condamné? Condamné à mort. Quand vous entendez, monsieur... Attendez, son nom, c'est la même chose tout à l'heure, et j'ai cherché son nom, ça ne me revient plus. Et puis c'est tout... Comment? Vous avez envie de l'oublier, ce nom? J'ai envie d'oublier. Toujours est-il que quand j'ai entendu et condamné à mort, eh ben c'est quelque chose qui est terrible hein, à entendre, même pour quelqu'un qui a tué votre père, pour ainsi dire. Et c'est vrai qu'il a été exécuté 8 jours après. C'était du rapide à cette époque-là. Fresnes, vous y restez? On y reste un peu plus, 28 avril jusqu'au 15 août. Une de nos camarades est sortie de Fresnes et on lui a bourré son truc là, avec tout plein de messages. Celui-là? Et dont celui-là. C'est le vrai de vrai. Mon petit Jean-Marie, nous allons très bien et nous t'embrassons bien fort. Ne t'ennuie pas pour nous, car nous avons un très beau moral. Nous chantons, Michel danse, et nous espérons que tu es bien sage. Nous avons vu papa, il va bien. Jean aussi. Michel et moi avons la même chambre. Nous connaissons toutes les bonnes nouvelles, mais nous ne te reverrons qu'à la fin de la guerre. La nourriture est bonne. Demande à Jeannette de nous envoyer des bas, 2 combinaisons culottes, de la pâte à dents, une brosse à dents. D'ailleurs, papa a téléphoné à ce sujet. Cela presse beaucoup en cas de changement de domicile. Remercie beaucoup tous ceux qui s'occupent de toi. Transmets les nouvelles à bonne maman et embrasse-la pour nous. Dis-lui qu'elle ne se tourmente pas. Pense à aller chercher la viande chez le charcutier. Bon baiser à tous Jean-Marie. Tout le monde pense que c'est un message, et bien pas du tout. C'est une vraie viande que maman avait mis à faire sécher par le charcutier. C'est pas encore un colis anglais ou américain. Les colis. J'ai 2 colis pour vous. Un matin, on vient chercher maman. J'aime autant vous dire que là, vraiment, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour elle, j'ai eu peur pour nous. La chose dont j'avais peur, c'est qu'on nous fasse parler. C'est-à-dire que c'était arrivé
à qui était dans notre cellule, on allait torturer son père à mort devant elle. Et je la vois encore nous dire, si j'avais su quelque chose, je leur ai dit, car c'est insoutenable. Et c'était de ça dont on avait peur. On avait peur que les gens qu'on aime soient torturés devant vous. À partir du moment où on est torturé, c'est pas soi-même, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est de voir les autres torturés pour que vous parliez. Alors, bon, on est dans cette petite cellule, et puis maman rentre le soir, et au lieu de la voir avec un air défait, elle était comme moi, c'était quelqu'un qui avait quand même un caractère qui aide à vivre. Donc je la vois arriver presque avec le sourire, et quelque chose qui est très joli dans les histoires de déportés et d'arrestation, c'est que les 4 autres qui étaient dans la cellule se sont mis dans un coin pour que nous deux, on puisse parler toutes les deux sans être gênés. Donc on est resté là, on n'a pas été interrogés une deuxième fois. On était au courant de tout ce qui se passait, car ceux comme nous, enfin, quand on est arrêté, et qu'on arrive dans une cellule, la première chose qu'on vous demande, c'est des nouvelles, et le soir, vers 6h, 7h, pendant que les gardiens sont en train de manger, dans toutes les cellules, on avait fait des petits trous dans les fenêtres, on avait pris, nous, une fourchette, je me rappelle, on chantait à tue-tête pendant que les autres frottaient, et on avait pu faire comme un couteau avec la fourchette, on avait pu ouvrir, donc on se passait les nouvelles, donc tous les soirs on se passait, donc on était au courant du débarquement, on était au courant que Leclerc était sur la... Vous imaginez? Et c'est là que Jacqueline Fleury est arrivée, elle a été arrêtée juste au dernier moment. Et moi, je sais pas, j'ai été prise en train de passer les nouvelles, hop, j'ai été envoyée au cachot. Et après ça, ils ont fait un tel chahut qu'ils sont tous venus me retrouver. Elle me dit, tu sais, moi j'étais sage, j'étais pas comme toi. Et dans votre déportation, vous restez jusqu'à votre... Alors on reste jusqu'au 15 août. Jusqu'à Ravensbrück, vous restez avec votre mère. Ah, mais même à Ravensbrück, je ne l'ai jamais quitté. Même après, quand on a été libérés. Ah oui, même quand vous avez été dans les commandos de travail. Eh bien oui, mais on a été dans ces commandos qui se sont pas séparés. Jacqueline Fleury, elle a toujours été avec les mêmes, et moi toujours avec les mêmes. Et comme on a été séparés, je ne sais pas, vous l'avez interrogée? Oui, il y a 2 ans. Elle a dû vous dire qu'on a refusé de travailler aux munitions. Oui, c'est vrai. Et à cause de ça, nous, on a été renvoyés à Ravensbrück, et elle a été envoyée à Pteroda. Hein, où elle travaillait en usine. Tandis que nous, à Ravensbrück, on travaillait dehors. De Ravensbrück, on a envoyé à Königsberg-sur-Oder, qui maintenant s'appelle Scheuno, CH. Ah, c'est pas le Königsberg, la ville de Kant? Non, c'est pas la ville de Kant. C'est une très jolie petite ville. Sur l'Oder, sur l'Oder. Oui, mais d'ailleurs, on a été libérés par les Russes au moment où ils ont fait leur avancée sur l'Oder. Donc, on est allé avec elle à Ravensbrück, on a fait le trajet en train, et elle nous a raconté tout ça, alors j'ai pas besoin de vous le raconter. Que le train a été arrêté, bombardé, on est parti à pied, on a récupéré un autre train, on a laissé tous les hommes à Buchenwald. Alors moi, j'avais toujours entendu parler de Weimar, mais je ne savais pas ce que c'était que Buchenwald. Hein. Bon, et puis après ça, on est allé... Comment? Vous allez jusqu'à Torgau. Après. Alors, de là, vous avez de la mémoire, hein. De là, donc on est arrivé à Ravensbrück, et à Ravensbrück, on nous a fait descendre. Et ça faisait donc 8 jours qu'on était dans le train, et on avait surtout soif, on n'avait pas tellement faim. Vous savez, la faim c'est difficile, mais la soif c'est bien pire. Donc on avait soif, donc on est arrivé à Ravensbrück, il y avait des officiérines, impeccables, avec un chien de chaque côté. Et ils nous ont dit, fume sous fume, 5 par 5. Donc il a fallu qu'on se mette 5 par 5. En fait,
On n'avait pas de nous de colis, on nous avait pris comme ça, c'est très bien, parce que les autres, il fallait qu'elles portent leurs valises et pour que ça soit pris en arrière. Et puis on est parti à travers. On est arrivé dans un endroit qui était charmant en fait, les petits quand même. Une gare de campagne, c'était un peu ça. En plein milieu là-bas, c'est plein de bois. Mais bon, il y avait des chiens de chaque côté et on a pris la route, une route qui nous a amenés dans un village ravissant où toutes les maisons étaient peintes en couleur comme les maisons allemandes, mais où il y avait des enfants qui jouaient dans les jardins, mais qui nous envoyaient des insanités. Heureusement qu'on ne comprenait pas ce que ça veut dire. Et puis tout d'un coup, on a entendu chanter en allemand et marcher au pas. Et on a vu nous dépasser une colonne de femmes qui étaient habillées en rayé, avec un petit bonnet sur la tête et une pelle ou une pioche sur l'épaule, en marchant au pas, au champ d'un. Et ces femmes-là, on ne savait pas ce que c'était, on se disait c'est des bagnardes, c'est pas pour nous. Vous savez, on était encore très, très naïves. Et donc on a vu passer ces femmes et puis on a continué pendant une dizaine de minutes et on est arrivé devant un grand porche. C'était l'entrée de Ravensbrück. Et là, on a aperçu ces femmes qu'on venait de quitter, qui étaient dans Ravensbrück, et on s'est rendu compte immédiatement qu'on allait être comme elles. Alors quand on est arrivé, il faisait très chaud. C'était une chaleur comme il en a fait une. Il y a eu 2 ou 3 moments comme ça. Et on a demandé à boire. Alors ils sont arrivés avec la chose, ils ont arrosé devant nous, ils ne nous ont pas donné à boire. Alors ça nous a déjà mis un peu dans l'ambiance de ce qui nous attendait. C'était rien du tout à côté de ce qui allait nous attendre. Enfin, et on a été, alors à ce moment-là, on a passé la nuit dehors. Et les femmes françaises qui revenaient des commandos, elles étaient allées travailler en dehors de Ravensbrück, lorsqu'elles passaient à côté de nous, elles nous criaient « Mangez tout, donnez tout, ils vont tout vous prendre ». Mais on n'avait pas faim, puis on ne savait pas à qui donner, on a tout laissé. Et on a dormi la nuit dehors, et le lendemain matin, dans la matinée, ils ont commencé à nous compter. Alors on est passé les unes, généralement en ordre alphabétique, et on est passé les unes après les autres. Alors déshabillés des pieds en cap, on vous prenait tout, les bijoux, les clous, les montres, tout ça c'était pris. On vous déshabillait complètement toutes nues. Et puis on vous envoyait prendre une douche. Alors là on a pris une douche, ce qui faisait du bien. Et après la douche, il y en a quelques-unes à qui on a coupé les cheveux tout ras. On n'a jamais su pourquoi, ni parce qu'elles avaient des poux, ni quoi que ce soit. C'était au hasard. Et ensuite on nous a donné alors des vêtements. Mais pas des vêtements rayés, car on était très avancé dans la guerre. Et donc, il y avait tellement de monde que tous les vêtements rayés étaient donnés. Donc, nous, on était avec des robes normales sur lesquelles ils avaient cousu des croix avec la croix de Thau. Après Ravensbrück, on a été envoyé à Königsberg, je veux dire Reuna. Et donc là, notre travail, c'était non pas dans des usines, mais c'était dehors. Il y avait deux commandos. Un commando sur un énorme plateau qui était fait pour faire un aéroport, oui. Et donc là, on était attaché à une charrue, par 4 ou 5, on tirait la charrue. La charrue faisait des petits carrés, on ramassait les petits carrés de terre, on les mettait dans un wagon. Le wagon, on le poussait sur des rails, on allait défaire nos petits carrés de terre, on les remettait bien à un autre endroit, on bouchait tous les trous parce que c'était fait pour faire le genre d'aviation. Une piste. Comment ? Pour faire une piste. Voilà. Et on tassait ça avec nos sabots. On a fait ça pendant des semaines et des semaines et des semaines. Cet endroit était complètement en plein vent et on est tout près de la Baltique, là. Donc on était... Voilà. Alors tandis que celui de la forêt était beaucoup moins dur, mais il y avait 5 kilomètres à faire à pied.
Et c'est là où maman a eu les pieds complètement abîmés. Elle avait de la vitaminose. Vous savez ce que c'est? L'absence de vitamines? On n'a plus de vitamines, donc toute la peau s'en va. Ouais. Donc elle avait plus de peau autour des pieds. Enfin, elle ne pouvait plus marcher. Donc elle était dans l'autre commando de la forêt? C'est-à-dire que d'abord on a été dans le premier commando et ensuite dans le commando de la forêt. Et on a, je ne sais pas comment on s'est débrouillé, mais vous savez, tout passe. Donc dans ce commando, on n'arrachait pas les arbres. Ils avaient été coupés, sciés. D'ailleurs, il faut que je vous dise quelque chose. Ils avaient été sciés par des vrais bûcherons, et nous, il fallait qu'on retire les racines, mais qu'on les, vous voyez, pas. Donc on faisait ça avec les pelles, avec les pioches et avec je ne sais pas comment ça s'appelle, des fourches, de manière à tout retirer. Et on mangeait sur place. Alors la nourriture, c'était toujours la même chose, de l'eau dans laquelle il y avait des rutabagas. Et une fois, on a eu un os. Et formidable, hein, un os. Arrangé. Et on le cachait la nuit pour qu'on ne nous le vole pas. Et on l'a mangé pendant des jours et des jours et des jours jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, comme nous on était heureuses, et comme vous devez vous dire elles étaient folles. Mais il y avait de la viande quand même autour. Pas du tout. Ah, c'était juste l'os. Avoir quelque chose de solide, oui. Comme ça. Comme des chiens. Comme des chiens, comme des chiens. Alors il y a eu quelque chose, c'est la seule belle histoire, mais c'est une très belle histoire. Dans ce commando, les sieurs, les bûcherons. Les bûcherons, il y avait 3 Français. Alors, on a réussi à leur parler, et ils ont pris tous les noms, et ils ont réussi à le faire partir à la Croix-Rouge. Si bien que mon frère a su en mars ou avril, alors qu'on était libérés, nous, par les Russes depuis longtemps, qu'on était vivantes. Et parmi ces 3 bûcherons, les 3 bûcherons sont rentrés, c'était des prisonniers de guerre, il y en a un qui était tombé amoureux d'une des filles qui travaillait à côté de lui, et puis ils se sont mariés. Après la guerre. Vous voyez, il y a des belles histoires partout. C'est comme ça qu'il faut vivre. Sinon, on ne sait plus vivre. On entend le canon. On entend les Russes qui arrivent. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est encourageant. Pas là-bas, pas en Ukraine, mais pour nous, les Russes, c'était encourageant. Le 31 janvier, alors que j'avais été prise le matin et que maman était restée dans le camp, vers midi à peu près, à l'heure où d'habitude ils apportaient la soupe, enfin si on peut dire la soupe, on voit un Allemand qui arrive, affolé. Alors vous savez, les Allemands c'était toujours... Tandis que là, il arrive comme un fou. Il avait perdu sa casquette. Il va voir les autres. Il parlait, remue, alors que... Et immédiatement, ils se dispersent tous. Ils nous font lâcher nos pelles, nos pioches, là sur place, alors que d'habitude, il fallait aller les ranger. Et ils nous font revenir sur le camp. À toute vitesse, on n'arrivait même pas à suivre. Et donc, on arrive au camp et on nous enferme dans nos chambrées. On ne nous donne pas à manger, pas à boire. Et puis, la nuit passe. Pendant la nuit, on entend beaucoup un charivari épouvantable. Mais comme ils nous avaient enfermés à clé, on ne pouvait pas aller voir ce qui s'était passé. Et le lendemain matin, pas d'appel. Parce que ça, les appels, je vous en ai pas parlé, mais tout le monde... Pas d'appel. On n'entend pas de bruit, pas de sifflement. Donc on n'entend pas d'allemand. On n'entend pas les Russes qui étaient à côté, qui d'habitude faisaient du bruit le matin, ni les Polonaises qui priaient, rien du tout. Alors finalement, au bout d'un certain temps, on a cassé la fenêtre qui était fermée, et on est parti à 2 ou 3, et alors on s'est aperçu qu'il n'y avait plus un Allemand dans le camp, ils avaient fui.
Alors on a réussi à ouvrir les portes et on a sorti toutes nos femmes. Et là, on a commencé à se croire libre, un début de liberté. Et on a commencé à se répandre dans le camp. Et on s'est aperçu qu'en effet, il n'y avait plus un Allemand. Tous les Allemands qui étaient là avaient disparu. Et on a attendu, personne n'arrivait. Alors on s'est répandu dans tout le camp. Et là, on a commencé à voir là où habitaient, parce qu'on était dans ce camp d'aviation dans lequel il y avait des aviateurs, qui étaient de très jolis petits pavillons. Et là, ils étaient partis, la fuite, hein. Les biberons comme ça, les lits pas faits, les chaussures, les vêtements, les trucs qui cramaient sur le feu. Enfin, ils étaient partis. On était toutes seules. Donc on a commencé par manger tout ce qu'on trouvait. Alors là, les Allemands, que ce soit, ils sont pires que les Français. Il y avait de tout. Il y avait de la viande, il y avait du beurre, il y avait du lait, il y avait de quoi se laver, il y avait enfin, de tout. Alors on a commencé à apporter à manger à celles qui étaient là-bas. Il faisait très froid mais très beau. Il y avait, vous savez, comme on a fait de l'eau chaude, on s'est lavé les unes les autres. Qu'est-ce que c'est bon, c'est propre. Et puis finalement, on a commencé à manger et à se faire à manger. On a passé toute la journée comme ça à rapporter à manger. Et puis dans la soirée, est arrivé déjà 2-3 Allemands. Ça, je pense que c'était des déserteurs, mais qui nous ont fait remplir leur voiture. Ils sont partis. Et quelques temps après, 3 officiers en grande tenue qui sont rentrés dans la chambrée où on était. Et c'était le 2 février, le jour de la Chandeleur. Alors qu'étaient arrivés quelques minutes avant 3 officiers français qui s'étaient échappés. Et nous, dans notre chambrée, on leur a tout de suite dit, vous vous habillez comme nous, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'on leur a donné un peu ce qu'on avait. Donc ils ressemblaient à une femme, alors que dans la chambrée à côté, ils sont restés. Quand les Allemands sont arrivés, ils ont tué tout de suite ceux qui étaient encore en français, tandis que l'autre, ils ne l'ont pas vu. Mais quand ils ont vu qu'ils ont fait des crêpes, ils nous ont dit, faites des crêpes, demain on vient vous chercher. On pensait que ce n'était pas vrai. Et le lendemain matin, à 6h du matin, ils étaient là, ils étaient revenus, c'est-à-dire qu'il devait y avoir une accalmie, et ils venaient les rechercher pour nous ramener sur Ravensbrück. Et donc ils ont brûlé tout le camp. Et nous, on a vite filé, quelques-unes, on était une dizaine, on a filé par la fenêtre arrière, et maman qui ne pouvait pas marcher, on l'a portée et on s'est filé, alors qu'ils continuaient à mettre le feu à tous les baraquements du feu. Et on entendait des coups de fusil, car celles qui n'allaient pas assez vite pour suivre les rangs, pour aller retrouver le train qu'ils avaient préparé pour ramener toutes les femmes sur Ravensbrück, ils les tuaient sur place. Et nous, on est allés, alors on est partis, et comme tout flambait, on est passé à travers, je ne sais pas comment on est passé, hein. J'ai jamais vu un feu pareil, parce que ce bois est un bois qui n'avait pas été entretenu, donc ça a flambé, ça craquait. Vous avez dû monter dans le train qui vous ramenait à... Mais pas nous, pas nous. On est allé jusqu'au Révire, vous savez ce que c'est? Et là, les plus jeunes, on s'est débrouillés pour emmener toutes les femmes qui étaient malades et qui ne tenaient pas debout. Alors je me rappelle très bien, on était à 4, on prenait chacune un bout du matelas et on emmenait, elles étaient 2 par matelas, on les emmenait un peu plus loin et c'est ainsi qu'on a pu sauver à peu près toutes les malades du Révire. Et le lendemain matin, on s'est aperçu que il y avait plus le camp était brûlé, que la plupart de celles qui n'étaient pas parties gisaient par terre mortes. On en a enterré 6 et puis on a attendu. D'un coup, alors que je dormais, j'ai une de mes camarades qui vient de me réveiller. Michel, réveille-toi, ils sont là. Ils sont là, c'était les Russes. Ils nous ont apporté ce qu'ils avaient. Ils n'avaient pas grand-chose. Ils nous ont apporté de quoi nous habiller, des vêtements et de la nourriture. C'est-à-dire qu'ils ont tué une vache pour qu'on ait de la viande. Ils en ont gardé une autre pour qu'on ait du lait. Et ils nous ont apporté des pommes de terre, des oignons. Alors je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec leurs oignons. Ils bouffaient des oignons à tire-larigot.
Et puis, qu'est-ce que c'est? Et du pain, voilà. Donc, on est resté là, comme ça, pendant près de 3 semaines. Et on ne savait pas ce qu'il arrivait. On n'avait pas de nouvelles. On parle anglais, on parle allemand, mais on ne parle pas russe, les Français. Donc, on ne connaissait pas. Et un matin, à 6 heures du matin, il ne faisait pas jour, ils sont venus nous réveiller en nous disant qu'il fallait qu'on prenne les camions qui étaient dehors. Alors on avait trouvé des chemises de nuit qui appartenaient aux Allemands, on est parti en petite tenue, et ils nous ont mis dans des camions, et on est reparti vers la Pologne. Alors c'était ouf de soulagement qu'on parte vers la Pologne, et là, alors on a commencé un autre périple, mais qui a été beaucoup moins dur. La première nuit, on l'a quand même passé dehors, il y en a plusieurs qui sont morts. Ensuite, il y a des officiers français qui nous ont trouvés, qui nous ont dit qu'ils ne peuvent pas rester là, donc ils sont allés voir à la gare. À la gare, il y a un train qui allait partir pour Wągrowiec, c'est un nom que je n'oublierai jamais. Et là, on nous a mis dans le train. Et le train est parti, en pleine nuit, on est parti pour Wągrowiec. Et je ne sais pas, mais de bouche à oreille, c'était arrivé à Wągrowiec que des Françaises arrivaient. Il y avait toutes les femmes du patelin, il n'y a plus d'hommes, toutes les femmes du patelin qui étaient là, qui attendaient les Françaises. Et c'était qui aurait une Française chez elle pour la réchauffer, l'habiller, etc. Et donc elles nous ont gardés toute la nuit. Elles nous ont fait dormir autour de leurs poils. Les poils polonais sont des poils qui sont pas dans les coins, ils sont en plein milieu. Et on met les lits autour. Et on est resté toute la nuit. Et le lendemain matin, ils nous ont fait expliquer qu'ils nous emmenaient à l'hôpital pour voir le médecin. Et on ne se rendait vraiment pas compte de l'état dans lequel on était. Car je me rappelle encore maman me disant, alors qu'elle ne tenait pas debout, « Tu crois qu'ils vont vouloir de nous? On n'est pas malade. » Et on est resté à l'hôpital pendant 4 mois. Et ensuite, on a été renvoyé en France. Et puis, arrivé à Lutetia, on voyait toutes ces photos, etc. Maman me dit, oh, on va quand même demander. Alors, on s'approche, il y avait des tables, les unes à côté des autres, avec des petites jeunes filles toutes gentilles, comme elle. Maman explique, voilà, nous voulons voir si mon mari, Monsieur Mouette, Mouette M-O-E-T, comme le champagne, dit-elle. Exactement, mais pas le tréma. Est rentrée. Et la jeune fille, le mot mouette, c'est champagne en fait qui lui est revenu. Elle dit oui, il est rentré. Elle cherche dans ses... Elle dit bougez pas, je m'en vais aller chercher plus loin. Puis on attendait. Et on la voit arriver tenue par le bras par un officier. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Elle s'était trompée. Elle avait fait la différence entre Mouette et Chandon. Monsieur Chandon était rentré. Heureusement, mon jeune frère, qui lui n'a pas été déporté, est arrivé à ce moment-là et il nous a aperçus de loin. Il a crié « Maman », parce que ma mère, elle était bien sûr dans... Voilà. Quand est-ce que vous avez reçu cette médaille de la Résistance? Oh, la médaille, très tôt, je ne sais pas, en rentrant. Vous vous souvenez des circonstances? Même pas. Vous savez, on s'en fichait un peu. Ce qu'il nous voulait, c'était être avec les nôtres, être rentrés chez nous. Je n'en parlais pas du tout, parce que je me rendais compte que les gens ne comprenaient pas. Les gens nous disaient, mais nous aussi on a souffert, on ne voit pas pourquoi vous vous plaignez. Alors moi, ça, je n'en parlais pas. Et puis, il y a eu l'histoire de Forisson. Et alors maman, par contre, elle en parlait tout le temps. Faut être avec elle. Moi, je me suis refait une vie. Avec mon mariage, mais mon enfant, hein, enfant 9 mois jour pour jour. Hein. Et puis, mais maman, sa vie était complètement fichue. Et tout lui rappelait le camp, n'importe quel mot, n'importe quel endroit. C'est le bois, c'est la forêt, c'est les biches, c'est la neige, c'est n'importe quoi. Tout lui rappelait. Et alors, tu te souviens. Et c'était... Et un beau jour, elle me dit, tu ne peux plus en parler. Bon, et alors elle prend une pile de journaux, elle me dit, tu lis ça et maintenant tu n'as plus le droit de te taire. Et donc dans ces journaux, elle avait tout repéré, repéré, sur Forisson, voilà, sur, tous ces trucs-là.
Et elle avait déjà pris rendez-vous avec le maire de Saint-Mandé, je crois bien. Donc je n'ai pas pu dire non. Et donc j'ai commencé comme ça. Et puis maintenant, maintenant je suis une des dernières qui reste. Car il y a encore 2-3 ans, on était encore pas mal. Hein. Mais là, ces dernières années... Vous avez l'habitude d'en parler. Oui, mais il y a des gens avec qui ça passe et il y a des gens avec qui ça passe pas. Qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, c'est comme dans la vie. On peut rien... Tant pis. Ceux avec qui ça passe, c'est toujours ça. Ouais. Non, mais ce que je vais vous dire, c'est vous, mais là, aujourd'hui, je l'ai vu plus que d'habitude. Quand les gens arrivent, et au fur et à mesure que je raconte, j'ai l'impression que je leur fais mal. Mais vous voyez, il y a 40 ans, on m'aurait dit que je continue. D'abord, je penserais que je serais morte à cet âge-là. Mais j'aurais dit non, c'est pas possible. Parce qu'il y a des moments où je suis obligée d'arrêter. Arrêtez d'en parler. Oui. Et je ne sais pas pourquoi.